Monsieur le Président, cher Emmanuel, je suis très heureux de vous accueillir à Abidjan à l'occasion de la visite officielle que vous effectuez en Côte d'Ivoire accompagnée de votre épouse, Madame Brigitte Macron. Je voudrais, au nom du gouvernement et du peuple ivoirien, vous souhaiter à vous-même, à votre épouse et à la forte délégation qui vous accompagne, le traditionnel Akwaba. Akwaba, c'est-à-dire bienvenue en terre ivoirienne. Votre visite est le symbole de la longue relation d'amitié et de coopération qui existe entre la Côte d'Ivoire et la France, deux pays liés par la langue et la culture, deux pays dont l'histoire commune est faite d'amitié sincère, de confiance et d'estime réciproque. Votre visite vient donc renforcer davantage nos relations qui sont déjà excellentes. Monsieur le Président, au cours de notre entretien, nous avons échangé sur des sujets d'intérêt commun, d'ordre bilatéral, régional et international, et sur les voies et moyens de rendre notre coopération plus dynamique et beaucoup plus diversifiée. À la faveur de cette visite, nous avons décidé d'intensifier notre coopération avec la signature de plusieurs accords que nous venons de voir, notamment l'avant-projet du métro d'Abidjan, l'accord relatif à la mise en œuvre et à l'organisation de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme, le protocole relatif au partenariat de défense entre la Côte d'Ivoire et la France, et enfin la convention de crédit dans le secteur de la santé. Au plan régional, nous avons longuement abordé les questions sécuritaires liées à l'expansion du terrorisme dans le Sahel, ainsi que la situation sécuritaire préoccupante au Mali, au Burkina et au Niger. Je voudrais à nouveau vous remercier pour l'engagement de la France à nos côtés, pour lutter contre ce fléau, à travers notamment l'opération Barkhane et le G5 Sahel. Votre engagement a permis la mise en œuvre du projet de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme à Jacquesville, qui est la parfaite illustration de notre détermination commune à combattre efficacement ce fléau qui sévit dans notre sous-région. Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, les pays de l'UMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, ont décidé de contribuer à hauteur de 500 millions de dollars au financement du plan commun de lutte contre le terrorisme, mis en place en septembre dernier par la CEDEAO, et de mettre immédiatement à disposition 100 millions de dollars pour le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Ceci a été confirmé aujourd'hui à l'occasion du sommet de la CEDEAO. Monsieur le Président, nous avons également examiné l'état de la coopération monétaire entre la France et l'UMOA. À ce sujet, je voudrais saluer le soutien de la France tout au long de l'évolution de notre système monétaire. Le franc CFA a été un outil essentiel du développement de nos pays. Au fil des décennies, nous avons ensemble fait évoluer ce système en procédant régulièrement aux réformes nécessaires pour renforcer notre zone monétaire et l'adapter au contexte économique régional et international. Toutes ces réformes ont contribué à faire de notre zone monétaire l'une des plus performantes et dynamiques du continent, avec une croissance annuelle moyenne de 6 à 7% et une inflation maîtrisée à moins de 3%.
Ces performances saluées au niveau national et international sont une réelle source de satisfaction et de création de richesses pour nos populations, notamment les plus défavorisées. Cependant, nous devons entreprendre des réformes encore plus ambitieuses afin de consolider notre dynamique de croissance, préserver le pouvoir d'achat de nos populations et adresser les défis d'un monde en profonde mutation, avec notamment la création de l'ECO, la monnaie unique de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. C'est pourquoi, à ma qualité de président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UMOA et en vertu du mandat que mes pairs m'ont donné, je suis heureux d'annoncer qu'en accord avec les autres chefs d'État de l'UMOA, nous avons décidé de faire une réforme du franc CFA avec les 3 changements majeurs suivants. Tout d'abord, le changement du nom de la monnaie, du franc CFA à l'ECO. Deuxièmement, l'arrêt de la centralisation de 50% de nos réserves de change au Trésor français et la fermeture du compte d'opération. Troisièmement, le retrait des représentants de la France de tous les organes de décision et de gestion de l'UMOA. Par ailleurs, cette importante réforme prend en compte notre volonté de construire notre futur de manière responsable, afin d'attirer les investissements privés, de créer des emplois et de poursuivre le développement économique de nos pays. C'est la raison pour laquelle, dans cette étape de la réforme, les chefs d'État de l'UMOA ont également décidé de maintenir la parité fixe de notre monnaie avec l'euro et convenu du maintien de la garantie de convertibilité si vous en étiez d'accord. Cette importante réforme se traduira dans quelques instants par la signature d'un nouvel accord de coopération monétaire par le président du Conseil des ministres de l'UMOA et le ministre de l'économie et des finances français. Monsieur le Président, je voudrais, au nom de mes pairs, avec qui j'étais ce matin à Abuja, saluer votre esprit d'ouverture et votre volonté de contribuer à l'intégration économique des pays en Afrique de l'Ouest. Ce samedi 21 décembre 2019 est un jour historique pour nos pays et pour toute l'Afrique de l'Ouest. Cette réforme représente un grand pas dans notre volonté de faire de notre région un espace économique intégré, dynamique et une source de prospérité pour nous-mêmes et pour les générations à venir. Pour terminer, je voudrais, Monsieur le Président, vous remercier sincèrement de votre visite en Côte d'Ivoire. Je tiens à nouveau à vous réaffirmer la volonté de la Côte d'Ivoire de dynamiser davantage sa coopération avec la France. Enfin, je vous remercie pour l'excellente collaboration de la France pendant le mandat de la Côte d'Ivoire en sa qualité de membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU qui arrive à son terme à la fin de ce mois de décembre 2019. Je vous souhaite un bon séjour en Côte d'Ivoire à vous-même et à Madame Brigitte Macron et un très heureux anniversaire, Monsieur le Président, cher Emmanuel. Merci.
Merci beaucoup, Monsieur le Président, cher Alassane. Je suis très heureux d'être de retour en Côte d'Ivoire 2 ans après ma première visite à l'occasion du sommet Union africaine-Union européenne. Et je tiens à vous remercier, cher Président, cher Alassane, pour votre invitation et votre accueil, vous et votre épouse, à notre endroit et à l'endroit de la délégation qui nous accompagne. Notre relation bilatérale, vous venez de le dire, est ancienne et forte. Elle est basée sur des liens historiques et d'amitié, sur cette langue, cette culture que vous avez rappelée. Elle est faite aussi de femmes et d'hommes qui vivent entre nos 2 pays, qui nourrissent au quotidien cette relation, comme en témoigne d'ailleurs la diversité de la délégation qui m'accompagne. Elle est composée de parlementaires engagés dans la relation bilatérale et parfois même fruit de cette relation. Elle est économique, culturelle, sportive. Elle a le visage de cette amitié et de ce que le temps a forgé. C'est aussi ce que les accords signés aujourd'hui, que vous avez rappelés, illustrent parfaitement. Avec Monsieur le Président, nous avons discuté de plusieurs sujets qui touchent à la fois la coopération bilatérale, la situation régionale et les sujets internationaux. Nous avons tout d'abord parlé de sécurité et de lutte contre le terrorisme. J'y reviendrai brièvement. Monsieur le ministre de la Défense, vous avez parfaitement résumé notre ambition commune et le Président a un instant rappelé ces enjeux. Ce sujet nous préoccupe tous. Et en rappelant en effet les attentats que nos pays ont subis, en particulier durant les années 2015-2016, mais aussi dans des années et des mois plus récents, nous savons combien la lutte contre le terrorisme demeure une priorité. Avec l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme, dont nous venons de signer le lancement, nous passons une étape supplémentaire de ce qu'ensemble nous avions enclenché il y a 2 ans et qui permettra, ici même, d'avoir un projet majeur permettant à la Côte d'Ivoire d'être à la pointe en matière de formation et d'entraînement et de consolider également la relation de défense et sécuritaire qui est la nôtre. J'étais hier aux côtés des forces françaises présentes en Côte d'Ivoire qui, je dois le dire, portent d'ailleurs cette amitié dont le travail constant avec vos forces, Monsieur le Président, témoigne de cette amitié et de ce mariage. Et je crois que nous avons là, ensemble, constitué véritablement le socle de la sécurité pour votre pays, pour la région. Et nous le dotons aujourd'hui, avec cette étape supplémentaire, de capacités pour lutter contre le terrorisme. Bien évidemment, c'est au Sahel que ce sujet est le plus brûlant et nous avons, avec le président Ouattara, évoqué cette situation. J'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de m'exprimer sur notre engagement et sur l'implication de nos forces. Vous avez eu l'amitié, Monsieur le Président, de rappeler l'opération Barkhane. Il y a aussi la contribution à cette opération des FFCI. J'ai eu l'occasion de leur rendre hommage hier. Mais il y a aussi votre propre implication, dont je vous remercie et dont je sais qu'elle ne cessera de se renforcer. Et nous avons discuté de certains de ces termes à l'instant ensemble. C'est le sens du déploiement du bataillon ivoirien au sein de la MINUSMA au Mali. Et je vous en remercie très profondément parce que c'est à la fois un apport extrêmement structurant, mais aussi le témoignage de votre engagement. C'est aussi le soutien que vous avez rappelé de l'UEMOA qui s'est engagé à apporter aux pays de la zone des 3 frontières, le Mali, le Burkina, le Niger, l'apport que vous avez rappelé tout à l'heure. Et je souhaite qu'ensemble nous puissions continuer à œuvrer, qu'il s'agisse de formation, de capacité, de coopération et de lutte contre le terrorisme, encore davantage dans cette région, car évidemment, ce qui se passe aujourd'hui au Sahel, et tout particulièrement au Burkina Faso, a un impact direct, y compris sur votre pays. Nous continuerons aussi d'être à vos côtés pour assurer la sécurité de votre pays et continuer à lutter efficacement contre toutes les menaces. La France a perdu 13 hommes le 25 novembre, vous l'avez rappelé. Le Niger a perdu 71 hommes le 10 décembre. Néanmoins, nous devons rester déterminés et unis face à cette menace. C'est le sens des opérations que nous avons continué de conduire et le succès remporté ce matin par
nos soldats de Barkhane qui ont neutralisé une trentaine de groupes armés terroristes, libéré 2 otages maliens et saisi de nombreux matériels. Ce combat, nous le poursuivrons et je serai demain après-midi avec le président Issoufou pour poursuivre activement. C'est aussi pour cela que j'ai souhaité réunir mes homologues du G5 Sahel le 13 janvier à Pau pour redéfinir ensemble le cadre politique et opérationnel de notre action pour la sécurité des populations et des États du Sahel. Et je souhaite que de ce travail puisse naître une clarification politique et stratégique, mais aussi des engagements nouveaux et un travail conjoint, cher Président. Alors, notre relation, notre partenariat ne se limite évidemment pas aux enjeux de sécurité. Je suis aussi venu en Côte d'Ivoire pour aller à la rencontre des femmes et des hommes qui chaque jour travaillent pour relever nos ambitions sur de nombreux sujets et en particulier en matière de développement et de croissance. La France souhaite en effet accompagner, accélérer une croissance redistributive et créatrice d'emplois dans votre pays comme dans le reste du continent. Je souhaite que les entreprises françaises soient des acteurs majeurs de cette croissance dans le plein respect de leurs partenaires ivoiriens. C'est d'ailleurs ce respect qui est la marque de fabrique de nos entreprises. Je le rappelais ce matin aux côtés de notre communauté française, les entreprises françaises qui travaillent en Côte d'Ivoire, elles ont des structures ivoiriennes, elles embauchent et promeuvent des Ivoiriennes et des Ivoiriens, elles sont aussi souvent dirigées par des Ivoiriennes et des Ivoiriens. Et ce respect, c'est notre marque de fabrique. C'est ce qui fait que nous ne sommes pas simplement contributeurs ou participants à près du tiers de la croissance de votre pays, mais aussi des acteurs heureux, harmonieux de la promotion économique, du développement de l'entrepreneuriat des Ivoiriennes et des Ivoiriens. Nous l'avons vu dans plusieurs domaines et la délégation qui m'accompagne a eu l'occasion de porter de nombreux projets. Nous en avons vu quelques-uns qui continueront d'avancer, des projets fondés sur des besoins africains bien identifiés, reposant sur un modèle économique viable et à fort impact social. Ces projets sont le complément nécessaire aux grands projets d'infrastructure tels que celui du métro d'Abidjan, qui vient d'entrer dans une phase décisive avec la signature du contrat commercial de ce jour. Et qu'il s'agisse du sport, de l'économie numérique, de l'agroalimentaire, des transports, du développement durable et de l'énergie, des industries créatives et culturelles, le partenariat est riche et varié qui continue d'enrichir cette relation bilatérale. Nous avons, avec le vice-président et le Premier ministre, inauguré ce matin l'Agora de Koumassi avec nos 2 ministres des Sports. Et c'est un projet emblématique que je souhaiterais ici mettre en avant et qui constitue aussi, je dirais, l'une des matrices avec les projets de ville durable et les démonstrateurs que nous mettrons en évidence lors de cette visite et qui seront consacrés lors du sommet Afrique-France que nous organiserons à Bordeaux du 4 au 6 juin 2020 sur la ville durable. Une ville aux services environnementaux, à une plus grande efficacité énergétique, mais aussi une ville où se structurent des grands projets comme cette Agora ce matin, qui est la première des 91 que vous voulez déployer, et nous continuerons à être vos partenaires, mais où le sport est à côté de l'éducation, de l'entrepreneuriat et de la culture. Demain, nous irons à Bouaké, où je me réjouis de lancer en présence du président Ouattara les travaux du futur grand marché de la ville, attendu par ses habitants depuis plus de 20 ans. Ce projet, qui permettra un désenclavement économique de cette ville majeure du nord du pays, est une autre illustration de ce que nous pouvons faire ensemble pour accompagner le développement urbain, offrir des opportunités aux jeunes générations. Les jeunes générations, c'est aussi sur ce point que je voulais insister, Monsieur le Président. Plus des 3/4 de la population dans votre pays a moins de 35 ans. C'est une chance inouïe. Et c'est d'ailleurs emblématique du défi africain et de ce que j'avais eu l'occasion, lors de mon discours de Ouagadougou, il y a un peu plus de 2 ans, de chercher, si je puis dire, à embrasser notre responsabilité, à nous la France. C'est d'être votre partenaire dans l'avenir à bâtir pour cette jeunesse africaine et en particulier pour la jeunesse ivoirienne. C'est pour cela que je souhaite que la France soit à vos côtés pour développer ces grands projets sportifs
comme nous l'avons fait ce matin, et j'ai annoncé que nous vous accompagnerons pour une dizaine d'agoras supplémentaires à travers le pays pour développer des projets comme celui fait avec l'entreprise Win-Win vu ce matin. C'est aussi pour cela que nous continuerons d'être présents sur les grands sujets éducatifs et culturels. Le hub auquel nous tenons beaucoup a permis en 2 ans de développer 90 formations communes sur le plan universitaire. C'est donner une ambition pour la jeunesse ivoirienne d'accéder à des formations conjointes et à des doubles diplômes et de casser la fatalité de l'exil pour certaines formations et l'acceptation d'une relation qui était trop asymétrique. C'est aussi ce que nous voulons en matière de santé. Nous étions tout à l'heure avec nos ministres de la Santé et également le vice-président et le Premier ministre, aux côtés de votre jeunesse et de celles et ceux qui se forment à ces professions de santé dans cet Institut national dont vous pouvez être fiers. L'Institut national de formation des agents de santé d'Abidjan est en effet une marque de cette fierté et de votre engagement. Et donc, là aussi, pour votre jeunesse, je souhaite que nous soyons davantage présents. Le prêt de 100 millions d'euros qui vient d'être signé pour les hôpitaux d'Abidjan en est la preuve. La France est l'un des partenaires les plus importants de la Côte d'Ivoire dans le domaine de la santé, tant à travers son aide bilatérale via le C2D qu'à travers notre contribution multilatérale via le Fonds mondial, le Gavi et United. Il y a quelques semaines, à Lyon, nous avons réussi le pari de la reconstitution du Fonds mondial. 14 milliards de dollars ont été levés. Comme je m'y étais engagé il y a quelques semaines, cet après-midi, avec les ministres, le directeur général de l'AFD et le directeur général du Fonds mondial, Peter Sands, présents avec nous, nous avons signé un partenariat visant à améliorer la complémentarité de nos actions bilatérales et multilatérales. J'y suis très attaché. Vous commencez une stratégie de reconquête en matière de santé avec un engagement pour les prochaines années d'augmentation de 15% par an du budget de la santé. C'est un geste essentiel car cette bataille est centrale. Et nous serons à vos côtés pour celle-ci. L'accord signé cet après-midi, c'est un engagement côté français de faire davantage, en particulier pour consolider, développer le secteur hospitalier, les formations et toutes les structures médicales et bâtir justement ce système sanitaire et médical de base indispensable. Et c'est en même temps l'investissement que nous avons fait dans le Fonds mondial qui permet à celui-ci d'augmenter massivement son investissement en Côte d'Ivoire. 3 pays seront désormais prioritaires pour le Fonds mondial, le Niger, la Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo. Et c'est une augmentation de 18% de l'investissement du Fonds mondial dans votre pays qui permettra de lutter plus efficacement contre le paludisme, la tuberculose et le sida, d'aller chercher les publics les plus fragiles, les plus loin des soins et de la prévention, et de réussir ce que nous devons ensemble réussir, qui est d'éradiquer ces pandémies à horizon 2030. C'est ce que nous devons à votre jeunesse, et c'est aussi pour cela que je souhaitais confirmer cet engagement qui, en matière sportive, éducative ou de santé, est simplement la mise en œuvre de ce que nous avions annoncé il y a 2 ans. C'est aussi en entendant votre jeunesse que j'ai souhaité, à vos côtés, Monsieur le Président, engager la France dans une réforme historique et ambitieuse de la coopération monétaire entre l'Union économique et monétaire ouest-africaine et notre pays. Oui, la question du franc CFA cristallise de nombreux débats et de nombreuses critiques sur le rôle supposé de la France en Afrique. Et c'est la jeunesse africaine qui la pose. J'ai entendu à l'université à Ouagadougou les critiques qui étaient faites à la France. Je vois les réseaux sociaux, je lis la presse et je vois votre jeunesse qui nous reproche en quelque sorte de continuer une relation économique et monétaire qu'elle juge, je les cite, comme post-coloniale. Alors moi je n'appartiens pas à une génération qui a connu le colonialisme. Beaucoup des jeunes qui nous le reprochent ne l'ont pas connu davantage et parfois prêtent à cette époque les difficultés d'aujourd'hui. Donc, rompons les amarres, ayons le courage d'avancer, de regarder et de bâtir ensemble, en effet, un partenariat décomplexé. La France n'a rien à cacher, n'a aucun privilège à avoir. Elle n'a qu'à aider ses frères, ses sœurs à réussir, et cette jeunesse africaine à conquérir son avenir.
C'est pourquoi j'ai souhaité pouvoir mettre à plat l'ensemble des sujets pour écrire une page nouvelle de notre histoire commune, qui mette fin aux oripeaux du passé, aux malentendus, parfois à des dispositifs qui n'avaient plus beaucoup de sens, et qui permettent aussi de bâtir une plus grande intégration régionale, car l'avenir de cette jeunesse de vos pays est dans une plus grande intégration régionale qui permettra davantage de circulation et une plus grande stabilité des économies entre elles. Et je sais ô combien, cher Président, c'est votre ambition, votre souhait et presque l'ouvrage de toute une vie professionnelle. C'est aussi pour cela que j'ai souhaité accompagner la réflexion engagée par les chefs d'État de l'UEMOA et le président Ouattara en particulier pour réformer le franc CFA. Et je suis très heureux aujourd'hui d'être à ses côtés pour ensemble annoncer cette réforme historique majeure. Cette réforme vise à franchir ensemble une nouvelle étape. Vous en avez rappelé les piliers à l'instant, cher Alassane. Le président Ouattara et les chefs d'État de l'UEMOA ont fait le choix de préserver ce qui fait la force et la stabilité macroéconomique de l'UEMOA, à savoir la parité fixe de la monnaie commune avec l'euro, d'une part, et la garantie de la France, d'autre part. C'est leur choix, c'est leur demande, explicitement énoncée par le président Ouattara. La France le soutient, nous l'acceptons et nous serons au rendez-vous. Dans le même temps, il y avait des fortes attentes pour réformer en profondeur le partenariat entre la France et l'UEMOA, l'inscrire en cohérence avec la dynamique du projet de monnaie unique à l'échelle de la CEDEAO. L'ECO. Cette monnaie verra le jour en 2020. Je m'en félicite. Elle sera l'outil de cette intégration. Le président Ouattara a évoqué la question du nom. Je vais pour ma part ici vous confirmer les deux changements majeurs qui accompagneront cette évolution et que la France a décidé d'embrasser à vos côtés. D'abord, nous avons ensemble décidé de mettre fin à la centralisation obligatoire des réserves de change en France, qui représentaient 50%, en actant la suppression du mécanisme du compte d'opération. J'avais entendu ô combien, à la fois le compte d'opération et ses réserves obligatoires sur le compte spécial du Trésor étaient un souci, un sujet de crispation. Nous y mettons fin. Ensuite, nous engagerons un dialogue sur de nouvelles bases. La France ne siégera plus dans aucune des instances techniques de gouvernance de l'Union. Plus spécifiquement, elle ne nommera plus de représentants au conseil d'administration, au comité de politique monétaire de la Banque centrale, ni à la commission bancaire de l'Union. Et je souhaite que les meilleurs experts africains puissent être nommés, que les meilleurs académiques, que vos représentants et vos administrations puissent ainsi faire avancer ce sujet. Aujourd'hui, la France ajuste donc son positionnement pour devenir le garant financier de l'Union, conformément aux choix faits par les États. Il y aura bien sûr de nouvelles occasions pour la France et l'UEMOA de continuer d'échanger avec les différents États membres de l'Union, mais ceux-ci seront plus informels, moins institutionnalisés, reposant sur une dynamique nouvelle, libre, choisie, assumée. Je fais confiance aux équipes de l'ensemble de nos pays, à la fois du côté des États mais aussi des banques centrales, pour continuer d'entretenir un dialogue riche, fluide, sous le sceau de la sincérité et de la confiance. Nous revisitons ainsi des accords vieux de 46 ans. Et cette garantie que nous allons apporter, nous le faisons à votre demande. Mais ces changements profonds, nous les assumons ensemble. Enfin, avec le président Ouattara et l'ensemble des États de l'UEMOA, nous avons tenu à ce que ces évolutions soient rapidement transcrites dans les textes. C'est le sens de l'accord qui va être signé dans quelques instants par le ministre des Finances du Bénin, M. Ouadagni, président en exercice du Conseil des ministres de l'UEMOA, et qui vient remplacer l'accord existant depuis plus de 46 ans et qui sera signé avec notre ministre de l'Économie et des Finances. C'est donc bien une étape historique qui est franchie ici. J'espère que cette étape sera le début d'une nouvelle dynamique régionale. J'espère que des pays
comme la Guinée, le Ghana, la Sierra Leone, le Libéria, la Gambie, poursuivront ce mouvement et avec cette monnaie nouvelle, cette gouvernance nouvelle, œuvreront, cher Président, à vos côtés. Mais je veux ici, solennellement et amicalement, saluer le rôle que vous avez joué dans ce travail historique, cette avancée que nous avons voulu faire ensemble et que vous allez continuer, je le sais, dans les prochains mois à jouer, car l'année 2020 sera absolument critique pour franchir ces nouvelles étapes. Je veux vous en remercier très sincèrement, cher Président. Voilà, Mesdames et Messieurs, ce que je voulais ce soir dire. J'ai beaucoup de fierté, en même temps que de l'amitié, dans ce moment, car je pense que nous franchissons ensemble une étape importante. C'était là aussi un engagement, c'est maintenant une réalisation. Merci en tout cas, Monsieur le Président, cher Alassane, pour votre accueil, pour ces avancées communes, pour votre amitié. Merci beaucoup. Bravo à vous. C'est un moment important, beaucoup de gens vont être émus. Merci. Comme annoncé, nous invitons pour la signature de l'accord de coopération M. Romuald Wadagni, ministre de l'économie et des finances du Bénin, président du Conseil des ministres des Finances de l'UEMOA, et M. Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances de la République française. Enlève. Déposez là. Excellences, Monsieur le chef d'État, à présent, l'échange avec la presse. Je crois que nos amis de la presse souhaitent poser quelques questions à nos chefs d'État ici présents. Bonsoir, Bertrand Galichet, Radio France.
Vous avez utilisé tous les deux le mot historique pour qualifier cette journée et ce changement de nom du franc CFA qui va devenir l'écho. Est-ce qu'on peut considérer finalement ce moment comme la fin des derniers vestiges de la France-Afrique, ou bien s'agit-il d'une perte d'influence de la France pour les pays d'Afrique de l'Ouest concernés, puisque vous avez vous-même, Monsieur le Président Macron, dit que c'était une initiative ou à l'initiative des pays africains en question. Et puis, une deuxième question sur Bouaké. Vous allez vous rendre demain ensemble, notamment pour un hommage aux victimes de 2004. Pourquoi a-t-il fallu attendre 15 ans pour cela? Et pourquoi, 15 ans après, ne sait-on toujours rien de ce qui s'est passé véritablement en 2004? Est-ce que le sujet est toujours tabou? Il y aura un procès probablement l'an prochain. Est-ce que le mystère là-dessus est toujours total? Merci beaucoup. Tu veux que je commence ou tu commences? Ah oui, non. Moi, j'ai rien à dire. En fait. Écoutez, sur votre première question, soyons clairs, il y a tout un travail qui a été fait du côté de l'UMOA et le mandat qui a été donné au président Ouattara, mais la volonté de mettre fin aussi à ce système est une initiative et une volonté française, que j'assume totalement, mais qui est aussi liée au fait que nous entendons. J'entends ce que dit la jeunesse africaine, j'entends ce que disent les milieux d'affaires économiques africains, j'entends ce que disent aussi nos diasporas, qui nous demandent de bouger sur ce sujet. Il était l'héritage, en effet, d'un système historique, et il était perçu comme les vestiges d'une France-Afrique. Il faut prendre en compte aussi des éléments de perception en ces matières. Moi, je considère que l'avancée que nous actons aujourd'hui et le changement historique que nous avons présenté, je n'en reviens pas sur le détail, mais il marque un choix très clair que la France fait, qu'elle accepte et qu'elle partage avec l'UMOA, la fin du compte et de l'obligation de réserve de change, parce que nous considérons que ça n'est plus utile et que ça crée aujourd'hui trop de doutes, trop de questions. Et donc on ouvre une nouvelle page. Et je considère que la sortie de la France et des nominations que nous faisions dans les instances de gouvernance est cohérente à cet égard. Et donc c'est en effet une étape de l'émancipation économique et financière, d'une plus grande intégration régionale et d'une clarté. Et je considère que la demande qui est faite côté africain par l'UMOA et qui a été tout à l'heure dite très clairement par le président Ouattara, elle illustre aussi des éléments de responsabilité des chefs d'État et de gouvernement, mais aussi des investisseurs de leur milieu d'affaires. Ils veulent la stabilité. Et la stabilité se construit en évitant l'instabilité monétaire. Et donc l'idée d'avoir justement cette convertibilité et de demander à la France, tout en sortant, de rester un garant, me paraît être un choix d'équilibre que nous avons trouvé ensemble. Et il fonctionne, et je dirais que ce qui est nouveau dans cette grammaire commune, c'est que la France répond à une demande explicite et assumée des États africains et des banques centrales. Et nous ne le faisons que parce que c'est demandé. Le président Ouattara a eu l'occasion d'ailleurs de dire que c'est un élément de stabilité qui facilite le développement et limite l'inflation. Et il est bien meilleur expert que moi, et il pourrait vous dire que les pays qui n'ont pas cette stabilité ont beaucoup plus d'inflation dans la région comme ailleurs. Et donc je pense que c'est bon aussi pour ces économies. Donc oui, c'est la fin de certains vestiges, oui, c'est une avancée. Je ne crois pas une seule seconde que ce soit la perte d'influence, parce que c'est une clarté encore donnée à l'amitié. Moi, je ne veux pas l'influence par la tutelle, je ne veux pas l'influence par l'intrusion. Ça n'est pas le siècle qui se bâtit aujourd'hui et dans lequel je crois pour nos deux pays et pour la relation entre le continent africain et la France, c'est un partenariat équilibré. C'est une amitié qui repose sur la confiance. C'est exactement ce qu'on a décidé. Et quand on est amis, on a de l'influence réciproque, dans le respect conjoint, et pas de manière institutionnelle par des accords qui ont été décidés. Je pense que ce qu'on fait est bon pour l'économie ivoirienne, est bon pour la région. Donc je pense qu'à terme, c'est très bon pour notre influence, parce que le peuple ivoirien, comme les Africaines et les Africains, sauront qui a pris ces bonnes décisions pour eux.
à ce moment-là, c'est-à-dire nous. Voilà le type d'influence auquel je crois. Pas celui d'hier ou pas celui parfois pratiqué par d'autres, qui consiste à dire l'influence, c'est beaucoup d'argent avec de l'hégémonie. Ça ne marche plus. Et la jeunesse africaine ne s'y trompe pas. Ensuite, vous avez une deuxième question sur Bouaké, et bien évidemment, au-delà des sujets économiques que j'évoquais tout à l'heure, nous irons avant tout pour honorer les soldats tués, dont je rappelais d'ailleurs la mémoire hier soir, lorsque je m'exprimais devant les forces françaises, tués donc il y a 15 ans. Il ne m'appartient pas de me prononcer sur des faits qui relèvent, comme vous l'avez rappelé, d'une enquête judiciaire et qui poursuit son travail. Mais la décision que nous avons prise ensemble, c'est d'aller rendre hommage à ces soldats, de faire mémoire, et aussi, ce faisant, d'œuvrer à l'essentiel travail de réconciliation dont la République de Côte d'Ivoire a tant besoin et qui est le chemin sur lequel elle avance. Je vous remercie, Monsieur le Président. Sur la première question, évidemment, je voudrais saisir cette opportunité pour remercier les chefs d'État de l'Union économique et monétaire ouest-africaine qui m'ont fait confiance pour mettre en place un groupe de travail, présidé d'ailleurs par le vice-président Daniel Duncan, qui est un ancien de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, comprenant le secrétaire général de la présidence, le ministre des Finances, le gouverneur de la Banque centrale, le président du Conseil des ministres de l'UMOA et d'autres cadres. C'est donc un travail qui a été fait par nous. Je rappelle en toute modestie que j'ai été directeur des études de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest pendant de nombreuses années, de 1978 à 1984, et qu'ensuite j'ai été gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons géré cette banque dans l'intérêt des populations, avec les textes qui existaient. Et bien évidemment, nous avons considéré, compte tenu de tout ce que nous entendions, qu'il nous appartenait à nous, chefs d'État africains, d'entreprendre cette réforme. Je voudrais donc saluer et remercier le président Macron pour son ouverture. Nous avons eu de discussions sur cette question. Et à chaque fois, il m'a dit que c'était la décision des Africains. Mais bien évidemment, je l'ai tenu informé. Et donc, c'est une décision en toute souveraineté. Alors, je voudrais signaler que le taux de change fixe, certains en font une préoccupation, mais je trouve que cela a été une bonne chose. Ayant été gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique moi-même, si nous n'avions pas eu la parité fixe par rapport à l'euro, je crois que nous serions un pays d'inflation, comme de nombreux pays en Afrique de l'Ouest et sur le continent et dans le monde. Et voyez-vous, je vois de nombreux pays où l'inflation est de 100% ou de 1000%, quelquefois même par jour, mais nous n'avons pas eu cela. Et cela a protégé les Africains, en tout cas les pays dont nous parlons. Donc je considère que c'est un choix en toute liberté et je veux signaler que de très grands pays producteurs de pétrole ayant des réserves de milliers de milliards tels que l'Arabie saoudite ont une parité fixe avec le dollar. Il y a au moins une quarantaine de pays dans le monde qui ont des parités fixes avec des monnaies telles que le dollar, l'euro ou d'autres monnaies. En deuxième lieu, en ce qui concerne la garantie, nous nous réjouissons de l'accord du président Macron, parce que la France n'était pas obligée de nous donner cette garantie, mais en attendant la mise en place de l'euro, nous voulons éviter des spéculations et des fuites de capitaux et nous assurer que tout ça se fait par étapes pour que nous soyons donc maîtres de notre politique monétaire et que nous puissions faire en sorte que nous sommes en mesure d'augmenter nos réserves de change, y compris l'accumulation d'un stock d'or, et qu'avec le temps, quand l'éco sera fonctionnel, évidemment,
Donc il appartiendra aux chefs d'État de tous les pays qui seront membres de l'ECO à ce moment-là de prendre une décision. Donc je suis totalement heureux de faire cette annonce à Abidjan et je remercie les chefs d'État de l'UMOA qui m'ont donc demandé de faire ce travail. Et ce matin, j'ai informé les chefs d'État de la CEDEAO et cette nouvelle a été particulièrement bien reçue au niveau de la CEDEAO. Je vous remercie. Bonjour, Fatim Djedje, journaliste à la RTI, radio, télévision ivoirienne. Bonjour, Monsieur le Président. Alors, la mort de 13 militaires en fin novembre au Mali a relancé la question du maintien des soldats de la force Barkhane au Sahel. De nombreuses critiques apparaissent, notamment au niveau de la population locale qui assimile ça, on va dire, à du néocolonialisme. Est-ce que ces critiques sont de nature à modifier les modalités d'intervention de la France dans cette zone-là, pour commencer? Et deuxième question, selon le nouveau baromètre du Conseil français des investisseurs en Afrique, publié le 7 février 2019, l'Allemagne bénéficie bien finalement de la meilleure image auprès des leaders africains de la zone francophone. La France ne vient qu'en 5e position derrière la Chine, les États-Unis et le Japon. Est-ce que la France paie finalement les conséquences de la persistance de la France-Afrique? Sur votre première question, vous avez raison de dire qu'il y a dans plusieurs pays du Sahel des mouvements de la société civile, parfois relayés par des responsables, d'ailleurs même de niveau ministériel, j'ai eu l'occasion de m'en émouvoir, disant que la présence française avait un caractère néocolonialiste ou impérial. Je ne peux pas avoir nos armées s'exposant chaque jour pour lutter contre le terrorisme, s'étant engagées depuis 2013 pour préserver, je le rappelle, la souveraineté d'abord du Mali, puis des États du Sahel, être ainsi attaqués. Et donc c'est simple. Premièrement, je pense que, d'un point de vue stratégique, et en matière de lutte contre le terrorisme, l'opération Barkhane est pleinement justifiée. Mais deuxièmement, je considère qu'aujourd'hui, les conditions politiques ne sont plus partout pleinement remplies, en raison de ce que vous venez d'évoquer. J'ai noté il y a quelques jours les déclarations extrêmement claires du président Issoufou comme du parti présidentiel, qui a eu le courage de dire « c'est à la demande du Niger que la France est présente, c'est pour défendre le Niger que la France est présente et que les soldats français sont là ». J'attends la même clarté de tous les dirigeants, la même clarté et le même engagement. Et c'est simple, tout le monde a des opinions publiques, mais je ne peux pas demander à nos soldats de prendre des risques pour lutter contre le terrorisme et la sécurité de pays, et de l'autre côté, d'avoir des opinions publiques de ces mêmes pays qui croient à des contre-vérités auxquelles on leur laisse croire. Et donc, ce que j'attends de chacun, c'est une prise de responsabilité, c'est un discours de vérité. La France, elle n'est pas là avec des fins impériales, elle n'a pas d'agenda économique à cet égard, comme je l'entends parfois. Notre sujet, il est sécuritaire. Notre sujet est d'abord un sujet de préserver la stabilité, la souveraineté des États africains qui sont attaqués par ces bandes terroristes. Mais il faut que tout le monde, d'une part, le dise clairement, le demande clairement, et crée aussi les conditions politiques dans son pays pour accompagner le travail militaire que nous y faisons. Parce que notre efficacité militaire dépend aussi du travail politique qui est fait par chacun souverainement, des politiques de développement que nous y conduisons aussi. Voilà ce que je peux vous dire avec beaucoup de clarté. Moi, je suis clair sur les intentions de la France et notre présence. Mais je vous le dis aussi avec autant de franchise, si cette clarté politique n'est pas établie, la France, dans certains pays, y tirera toutes ses conséquences. Parce que je ne me laisserai pas attaquer, je ne laisserai pas attaquer nos soldats avec ce type d'argument. Je note d'ailleurs, et j'en viens à votre deuxième question, que ce dont la France pâtit en termes d'image, c'est souvent de ses ambiguïtés. C'est ainsi. Nous avons une histoire avec le continent africain. Cette histoire, elle est faite de pages sombres que j'ai toujours su regarder pour ma part en face. Mais elle est faite aussi, procédant d'ailleurs des mêmes siècles, d'histoire humaine, culturelle, de métissage, d'un mariage d'imaginaire et de langues uniques au monde. Aucun des autres pays que vous avez cités
ne partage la langue, la culture, les rêves de la Côte d'Ivoire et du continent africain comme la France. Aucun. Mais trop souvent aujourd'hui, la France est perçue avec un regard d'hégémonie ou les oripeaux d'un colonialisme qui a été et qui fut une erreur profonde, une faute de la République. Il nous appartient collectivement de bâtir cette nouvelle page, celle de ce partenariat, de cette amitié. On ne peut pas balayer le passé. Donc il faut regarder les fautes, savoir regarder aussi ce que nous avons su faire ensemble et regarder la richesse de nos relations. Moi, je note que beaucoup des pays que vous avez cités, qui peuvent être perçus mieux que nous ne le sommes, aucun de ces pays-là n'envoie ses soldats se faire tuer pour la sécurité des Africains. C'est la France qui le fait. Quand vos enfants sont menacés, quand votre sécurité, votre souveraineté est menacée, regardez bien qui sont les soldats qui viennent se battre et tomber, les nôtres. Je regarde aussi les partenariats. Je comprends la fascination qu'on peut avoir pour certains qui arrivent les bras ouverts et vous disent « je vais régler tous vos problèmes avec beaucoup d'argent ». Et parfois d'ailleurs, on y va parce que c'est plus simple. Mais ils ont la même hégémonie que nous avons eue il y a 40, 50, 60 ans, ou parfois bien avant. Ils apportent des financements qui ne sont pas soutenables. Ils créent de la dette et les malheurs de demain. Ils font rarement travailler les populations locales et donnent peu de perspectives aux Africains. Ils forment peu, ils aident peu en matière de santé. Ils distribuent beaucoup d'argent, parfois à différents étages. Et ils aident à aller plus vite sur certains projets dont je ne suis pas sûr que leur qualité soit meilleure. Donc, je dis simplement que la France, elle a aujourd'hui une image qui est le fruit de quoi? De cette histoire bousculée, clair-obscur qui fut la nôtre. Moi, j'appartiens à une génération qui n'est pas celle de la colonisation. J'appartiens à une génération qui n'a jamais connu cela. Le continent africain est un continent jeune. Plus des 3/4 de votre pays n'a jamais connu la colonisation. Et parfois, les mêmes jeunes reprochent à la France des troubles, des difficultés qu'ils ont pu vivre, à laquelle la France ne peut rien. Alors je sais, on est parfois la cible toute désignée, c'est plus simple. Ces 10 dernières années, on tournait cette page dans votre pays. Mais on l'a parfois été. Et on l'est dans d'autres pays, encore. Quand c'est difficile, on dit c'est la France. Ça n'a plus rien à voir avec ça. Donc je veux simplement que cette Afrique jeune accepte de bâtir avec une France nouvelle un partenariat d'amitié. Je pense qu'il est beaucoup plus fécond. Je suis comme vous les classements. Je ne suis jamais content quand ils ne sont pas assez bons. Mais je crois à la force de la dynamique nouvelle que nous sommes en train aussi de lancer. Vous savez, quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet, j'ai nommé à mes côtés un conseil présidentiel pour l'Afrique. Ce ne sont que des jeunes femmes et hommes issus de la diaspora, africaines, africains, binationaux, françaises, français, de parents africains, avec un regard totalement nouveau. Et beaucoup de ce que j'ai dit à Ouagadougou et de ce que je fais est inspiré par leurs recommandations. Ils m'apprennent chaque jour, avec la même exigence et la même capacité à me bousculer. Faites-nous confiance. Ça n'est pas la même politique. Et nous continuerons. Bravo. Monsieur le Président, pour plus de clarté en toute transparence, je voudrais témoigner que en 2013, j'étais président en exercice de la CEDEAO. Quand le président intérimaire du Mali m'a téléphoné, c'était même ce jour-là, j'étais ici même à la salle à manger, pour me dire, grand frère, nous sommes menacés. Si vous ne faites pas quelque chose, les djihadistes seront à Bamako dans 48 heures. Je lui ai dit, bon, ben, écoute, Président, je vais appeler le président Hollande et dans une demi-heure, vous l'appelez aussi pour lui faire part de ce que vous venez de me dire. Et j'ai appelé le président de la République française
en tant que président en exercice de la CEDEAO, pour lui dire que c'est au nom de la CEDEAO que je demandais l'intervention française pour stopper cette descente des djihadistes. Je dis parce qu'après Sikasso, c'est très facile, ils seront à Korogo, ensuite ils seront donc à Abidjan. Et je vous demande de tout faire pour intervenir. Je sais que ce n'est pas facile au niveau de l'opinion, mais c'est une demande de l'ensemble de la CEDEAO. Et je veux que vous sachiez que pendant cette période de 2013 à 2014, nous avons tenu 10 sommets de la CEDEAO à Abidjan sur la crise malienne. C'est-à-dire que nous avons pris nos responsabilités. Alors je voulais juste dire cela pour qu'on sache que, en tout cas, l'opération Serval, je considère que c'est une requête que j'ai initiée et que j'assume. Je vous remercie. Merci, Président. Bon, j'imagine qu'il n'y a plus de questions, il faut qu'on aille manger. Hein? Encore une question. Bonsoir, messieurs les présidents. Loïc Signor pour CNews. Une question qui s'adresse au président français. Nous sommes à quelques jours de Noël et de très nombreux Français ignorent encore s'ils pourront passer les fêtes en famille à cause des grèves massives dans les transports. Avez-vous simplement un message adressé à ces Français et dans le même temps peut-être un message aussi adressé aux syndicats et si oui, lequel? Merci. Merci à vous. Écoutez, le gouvernement est à la tâche et sans relâche. Le Premier ministre a eu l'occasion de le dire, à la disposition de chacune et chacun, chaque heure, chaque jour. Et il n'y aura pas de trêve pour le gouvernement dans cette période, compte tenu de nos engagements et de l'importance de la situation. Je veux dire à tous nos concitoyens combien le gouvernement et moi-même sommes à leur côté, préoccupés d'améliorer avec les 2 grandes entreprises publiques qui sont en charge de leurs déplacements et qui sont frappées par des mouvements de grève depuis plusieurs jours, de répondre à leurs besoins. Les choses sont en train de s'améliorer, des solutions ont été aménagées suite à nos demandes, en particulier pour les jeunes enfants qui voyageaient seuls, et nous continuerons d'œuvrer. Et j'ai confiance dans l'esprit de responsabilité de l'ensemble des personnels. Et j'ai confiance dans l'esprit de responsabilité et la conscience de celles et ceux qui travaillent dans ces grandes entreprises publiques, qui font notre fierté et qui font leur fierté. Les mouvements de grève se justifient, ils sont constitutionnellement protégés. Mais je crois qu'il y a des moments dans la vie d'une nation où il est bon aussi de savoir faire trêve pour respecter les familles et la vie des familles. Voilà, donc j'appelle chacun à cet esprit de responsabilité bien compris. Chacun comprendra que la trêve ne veut pas dire l'acceptation, l'abandon, mais simplement l'esprit de responsabilité et le respect dû aux Françaises et aux Français qui parfois sont séparés et veulent se retrouver dans ce moment des fêtes. Donc je souhaite que l'intelligence collective triomphe. En tout cas, le gouvernement fera tout ce qu'il a à faire en ce sens. Je vous remercie. Merci. Au nom du directeur général du protocole d'État, je vous remercie et je vous souhaite un bon appétit.